Depuis environ 5 ans, quelque chose a changé dans l'espace public français. Les langues se délient. Des positions qu'on n'osait pas tenir ouvertement, par peur d'être immédiatement étiquetées racistes, fascistes, réactionnaires, s'expriment maintenant sans détour. Et ce phénomène ne vient pas de nulle part. Il émerge d'une prise de conscience, celle d'un chaos, d'une violence diffuse, d'un effondrement symbolique qui traverse notre société. D'un côté, l'immigration massive et les tensions culturelles qu'elle génère inévitablement. De l'autre, une décadence interne qui ronge la jeunesse française elle-même et qui prend deux formes symétriques mais également destructrices. Il y a ceux qui sacralisent la figure du gangster, du voyou, du consommateur ostentatoire. L'américanisation sous sa forme la plus brutale, le luxe comme horizon ultime, la violence comme langage de reconnaissance, la délinquance comme mode d'existence. Et puis, il y a l'autre camp, celui de l'idéologie woke, cette gauche qui se prétend marxiste, qui affirme défendre les opprimés contre les dominants, mais qui s'est perdue dans le postmodernisme. Cette machine à déconstruire qui ne propose rien d'autre que la dissolution permanente de tout ce qui fait lien, de tout ce qui structure, de tout ce qui donne sens. Le simple fait de se revendiquer d'une tradition vous expose immédiatement au vocabulaire de la diabolisation, facho, réac, raciste. Les mots sont verrouillés. Le débat est interdit. Et c'est précisément dans cet espace étouffant qu'émerge, ces dernières années, ce qu'on pourrait appeler une contre-tendance. Un retour revendiqué à la tradition, à la culture française, au terroir, aux racines. Un regain d'intérêt pour le sens historique, pour les figures ancestrales. Vikings, slaves, romains, indo-européens, et surtout pour le christianisme, cette colonne vertébrale spirituelle de la civilisation européenne qui se retrouve aujourd'hui marginalisée, folklorisée, réduite à un vestige muséal. Ces jeunes en quête de sens, souvent perdus dans un monde qui ne leur offre aucune perspective transcendante, se tournent vers des symboles de virilité, de chevalerie, de dépassement de soi. Ils cherchent à échapper au nihilisme ambiant. Et pour cela, ils mobilisent des figures philosophiques. Nietzsche et sa volonté de puissance, le surhomme, souvent sans en comprendre réellement la portée. Ils brandissent des modèles contemporains. Andrew Tate, les influenceurs du grind, les apôtres du self-made man. Quand on cherche à se construire, quand on a besoin de se rattacher à quelque chose de plus grand que soi, beaucoup de ces jeunes se tournent vers une idéologie de droite. Opposition à l'immigration, défense de la chrétienté, valorisation de la famille, du travail, du mérite. Cette soif de transcendance, cette volonté de dépasser la médiocrité généralisée qui caractérise notre époque. Mais, et c'est là que commence le problème, cette droite injecte simultanément dans sa rhétorique un libéralisme économique qui entre en contradiction frontale avec tout ce qu'elle prétend défendre. Et c'est cette contradiction que je veux mettre en lumière dans cette vidéo. Ce que je veux montrer, c'est que cette mouvance est une tendance, pas une doctrine cohérente. Les gens ont besoin de se relier à quelque chose, à une unité symbolique. Et cette unité propose des idéaux qui sont assemblés ensemble, mais qui ne sont pas logiques pris dans leur globalité. Par exemple, la tradition, la chrétienté, les valeurs ancestrales. Tout cela ne vit pas harmonieusement avec l'idéologie capitaliste que cette droite embrasse par ailleurs. Le capitalisme est un système tellement ancré, tellement totalisé, qu'il est devenu presque impossible de penser en dehors de lui. Mais on peut au moins l'accepter les yeux ouverts, avec lucidité, en faisant preuve d'une pensée cohérente qui ne se ment pas à elle-même. Parce que la tradition, les valeurs, ce qui relie vraiment les humains entre eux, c'est le social. Et le social, c'est quand l'identité s'inscrit dans de grandes valeurs sacrées que porte un groupe, une communauté. On le voit bien avec le libéralisme. Sa base philosophique, c'est l'individu pour sa gueule. L'individu libre, autonome, qui doit se personnaliser, se construire par lui-même, sans attache. Mais avant tout, il faut montrer ce qui est réellement en commun dans les valeurs que cette tendance revendique. La chrétienté, la religion, des vertus comme la modestie contre la luxure, l'ascèse contre la jouissance immédiate. La tradition, même en dehors de la dimension religieuse, porte de grandes valeurs historiques de dépassement de soi. Et ce dépassement de soi transcendantal, ces valeurs qui élèvent, sont en opposition directe avec la logique de consommation, la logique de développement individuel égoïste que prône le capitalisme. Et la droite actuelle, par ce besoin compulsif de mettre en avant le mérite individuel, pense que l'individu peut, par sa seule volonté et son assiduité, surpasser le système. Mais en réalité, il ne fait que jouer avec les codes du système. On met en avant la réussite version homme d'affaires. Mais il réussit quoi?
Il réussit dans le système, il ne sort de rien. Sa réussite est purement matérielle. Elle ne fait que nourrir l'idéologie même qui est contre ces grandes valeurs qu'il prétend défendre. Ce dépassement de soi dont on parle tant, ce n'est qu'un dépassement dans le système. En dehors de ça, c'est vide. Et je trouve profondément dommage qu'on laisse à la gauche cette critique structuraliste que je juge pourtant nécessaire pour comprendre et critiquer le capitalisme. Michel Clouscar l'a montré pour la gauche. Comment elle a abandonné la lutte des classes pour embrasser le consumérisme et l'émancipation des mœurs. Deux processus parfaitement fonctionnels pour le capitalisme. La droite identitaire fait exactement la même erreur, mais en sens inverse. On a compris le jeu des systèmes binaires, des contradictions, et on ne peut pas avoir une pensée cohérente si on refuse de voir à travers ses auteurs, si on refuse de prendre ce qui est utile, même quand ça vient de l'adversaire idéologique. Cette tendance des jeunes à se recultiver, à rechercher un engagement presque patriotique, est quelque chose que je comprends et que je soutiens en partie. Mais le problème, c'est que les choix politiques actuels ont tous en commun une chose, le capitalisme. Et ce regain pour l'histoire, pour les valeurs, pour la tradition, pour la culture, tout cela entre en collision avec la logique économique dominante. Et quand on veut défendre le sacré, il y a la nature. La nature est ce qui est le plus en danger aujourd'hui. L'écologie qu'on a tort de laisser à la gauche est fondamentale. Et je vais montrer, grâce à l'auteur japonais Kohei Saito, l'importance vitale de cette écologie et pourquoi elle s'accorde parfaitement, je dirais même qu'elle découle nécessairement, des valeurs chrétiennes. Mon parcours intellectuel m'a d'abord conduit vers cette droite identitaire. Mais avec le temps, la maturité, l'expérience et surtout la lecture, je me suis rendu compte que cette utopie politique reposait sur une illusion. L'extrême droite française, RN, Reconquête, manifeste des contradictions profondes qu'il est intellectuellement malhonnête d'ignorer. Et je ne fais pas cette vidéo pour défendre le communisme. Beaucoup de régimes qui se sont réclamés du communisme ou du socialisme ont engendré des horreurs inédites dans l'histoire humaine. Mais ça n'enlève rien au fait qu'une certaine souveraineté, une certaine régulation étatique, une idéologie critique de la mondialisation ne doivent pas être automatiquement étiquetées comme communistes. Kohei Saito propose une décroissance communiste. Est-ce praticable à l'échelle mondiale? Non. Si demain un pays adopte unilatéralement la décroissance, se détourne de la course technologique et du libéralisme, il se met immédiatement en danger géopolitique face aux autres puissances qui continueront leur expansion. On est pris dans ce qu'on pourrait appeler une suprastructure. Un système si complexe, si totalisé, si autorégulé, qu'il devient extrêmement difficile de créer une véritable différence entre théorie critique et pratique économique. La croissance reste pour l'instant la seule voie praticable pour maintenir sa souveraineté. Mais avoir un esprit éclairé, c'est précisément cela. Accepter les contradictions historiques, ne pas fermer les yeux, être clair dans son esprit même si ça ne change rien immédiatement à la pratique. Ça ne nous empêche pas de voir les réelles contradictions. Et c'est ce que je veux faire ici, les montrer. Pas pour détruire, mais pour éclairer. Partie I, le capitalisme détruit ceux que la droite prétend défendre. A. Mondialisation capitaliste et destruction des cultures enracinées. Avant même de parler d'écologie, il faut comprendre un mécanisme fondamental. Le capitalisme et la mondialisation sont structurellement opposés à toute forme de culture enracinée. Le capitalisme n'est pas un simple système économique neutre. Il porte avec lui une idéologie, véhiculée par la mondialisation, qui est fondamentalement hostile à tout ce qui attache les humains dans un socle stable, dans des racines profondes. Pourquoi? Parce que le but de la mondialisation capitaliste, c'est de fluidifier les échanges. Et pour fluidifier les échanges, pour toujours aller vers plus de croissance, il faut détruire les obstacles. Et quels sont ces obstacles? Les cultures locales, les traditions, les attachements communautaires, les identités stables. 1. L'impératif de mobilité contre l'enracinement. Pour que le capitalisme fonctionne de manière optimale, il faut que les travailleurs soient mobiles, prêts à déménager pour un emploi, à se déraciner sans résistance. Il faut que les consommateurs soient interchangeables, avec des désirs standardisés, prévisibles, manipulables. Et il faut que les identités culturelles soient assez fluides pour ne pas entraver les flux de marchandises et de capitaux. Cette logique entre en contradiction absolue avec l'idée même de tradition. La tradition, c'est ce qui enracine, c'est ce qui transmet sur le long terme, c'est ce qui stabilise l'existence humaine dans une continuité symbolique. Le capitalisme mondialisé, lui, a besoin de déracinement permanent, de flux incessants, de mobilité totale. 2. La consommation comme nouveau sacré. Le capitalisme ne se contente pas de produire des biens matériels.
Il impose une idéologie de la consommation qui devient le nouveau centre gravitationnel de l'existence humaine. Regardez comment ça fonctionne concrètement. Nos identités ne sont plus définies par notre appartenance à une communauté historique, à une tradition vivante, à une foi partagée. Elles sont définies par ce que nous consommons. On ne dit plus « je suis chrétien »,« je suis fils de paysan »,« je suis membre de telle communauté ». On dit « j'ai un iPhone »,« je porte Nike »,« j'écoute tel rappeur ». La consommation devient le langage universel de l'identité. Et c'est exactement ce que cherche la mondialisation capitaliste. Remplacer les identités enracinées, complexes, culturellement spécifiques et donc irréductibles au marché, par des identités consommatrices, standardisées, globalement interchangeables et donc parfaitement compatibles avec le flux mondial des marchandises. Le capitalisme contemporain ne détruit plus les cultures locales par domination directe, par interdiction violente. Il les neutralise symboliquement. Il les vide de leur puissance structurante. Dans les sociétés traditionnelles, la culture n'est pas un contenu qu'on consomme. C'est un système de signes vécus, indissociables du territoire, du rythme du temps, des gestes quotidiens, des rites qui ne se calculent pas, qui ne se monétisent pas. La mondialisation capitaliste détache les signes de leur ancrage réel. Les traditions ne disparaissent pas. Ce serait trop visible, trop brutal. Elles sont recyclées comme signes flottants. Une culture locale cesse d'être un monde vécu pour devenir un code, une image, une différence consommable. Elle n'est plus transmise de génération en génération comme un héritage vivant. Elle est exposée, mise en scène, marchandisée. La mondialisation ne produit pas l'uniformité brute qu'on pourrait naïvement imaginer. Elle produit une diversité simulée. Chaque culture devient un style, un branding, une expérience à consommer. Ce n'est plus la culture qui structure la vie. C'est le marché qui met en scène la culture. La tradition n'est pas supprimée, elle est mise hors jeu. Elle ne décide plus du sens, du temps, des relations sociales. Elle devient un objet de nostalgie esthétique, de consommation culturelle, de tourisme mémoriel. Les cultures locales subsistent sous forme de signes, costumes folkloriques, musique traditionnelle, mythes simplifiés, traditions préservées dans des musées ou des festivals. Mais elles ne produisent plus de réalité sociale autonome. Il reste des formes, mais plus de destin collectif. La mondialisation capitaliste ne détruit pas les cultures locales. Elle les conserve comme simulacres, afin qu'elles ne puissent plus jamais faire monde. 3. Gilles Lipovetsky et l'ère du vide. Le narcissisme comme structure psychique du capitalisme tardif. Gilles Lipovetsky, dans l'ère du vide, montre que le capitalisme tardif s'inscrit dans ce qu'on appelle la postmodernité. Et la postmodernité, c'est précisément cette époque où tout ce qui était sacré, tout ce qui structurait l'existence, tout ce qui reliait les humains entre eux, les grandes valeurs, les grands récits, les liens sociaux traditionnels, tout ça se déconstruit progressivement. On passe d'une société disciplinaire, où les institutions encadraient fortement l'individu, à une société de personnalisation narcissique. Lipovetsky parle de désertion. C'est un processus où l'individu se retire progressivement de tous les cadres collectifs qui donnaient du sens à son existence. Désertion de la famille élargie, désertion de l'engagement politique, désertion de la foi religieuse, désertion de la patrie. Cette désertion n'est pas un choix conscient de rébellion romantique. C'est un effet systémique du capitalisme qui détruit méthodiquement tout ce qui pourrait faire obstacle à la logique marchande, à la fluidité des échanges, à la mobilité permanente du capital et du travail. Et qu'est-ce qui remplace ces cadres collectifs détruits? Le narcissisme. L'individu centré sur lui-même, obsédé par son développement personnel, sa réalisation individuelle, son bien-être psychologique mesuré en termes de satisfaction immédiate. Lipovetsky décrit cette nouvelle personnalité comme hédoniste, présentiste, émotionnelle et consumériste. L'identité se construit par l'accumulation d'expériences et d'objets, pas par l'inscription dans une histoire collective. Et attention, Lipovetsky montre que cette personnalisation n'est pas une libération authentique, c'est une nouvelle forme de contrôle, plus subtile, plus insidieuse. Parce que l'individu sans attache, cultivant obsessionnellement ses émotions, centré sur la personnalisation infinie de son moi, devient le consommateur parfait. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus de repères stables. Il est constamment en quête de lui-même, constamment insatisfait malgré l'accumulation, constamment à la recherche du prochain produit, de la prochaine expérience, du prochain stage de développement personnel qui va enfin le combler. Mais ce comblement n'arrive jamais, parce que le système est structuré précisément pour entretenir cette insatisfaction productive. Cette personnalisation narcissique entre en contradiction totale avec les valeurs traditionnelles et chrétiennes.
Le christianisme parle de sortie de soi. L'amour du prochain, le sacrifice, le don gratuit, la charité qui ne calcule pas. Le capitalisme narcissique, lui, ne parle que de retour à soi. Développement personnel, épanouissement individuel, réalisation de ses désirs comme horizon ultime. 4. La contradiction de la droite identitaire. Et c'est là qu'on voit toute l'ampleur de la contradiction. La droite identitaire prétend défendre la tradition, la communauté, l'enracinement, le sens du sacré. Mais elle embrasse simultanément le système économique qui détruit méthodiquement tout ça. Elle célèbre le self-made man individualiste, la réussite personnelle mesurée en termes matériels, l'accumulation de richesses comme preuve de vertu, le mérite individuel comme seul critère de légitimité. Toutes ces valeurs qui sont précisément le produit du capitalisme narcissique que Lipovetsky décrit. Michel Kluskar avait fait une analyse similaire pour la gauche dans Le capitalisme de la séduction. Il montrait comment la gauche post-68 avait abandonné le combat de classe, la critique marxiste du capital, pour embrasser le consumérisme et la libération des mœurs. Deux processus parfaitement fonctionnels pour le capitalisme, qui ne le menacent en rien, qui au contraire le renforcent en ouvrant de nouveaux marchés. La droite identitaire actuelle commet exactement la même erreur, mais en sens inverse. Elle abandonne la critique du capitalisme, qui devrait être au cœur de toute pensée conservatrice sérieuse, pour se focaliser uniquement sur les questions identitaires et culturelles, tout en adoptant sans réserve l'économie libérale qui détruit précisément ses identités et ses cultures. Comment peut-on défendre simultanément la tradition et l'individualisme radical qui atomise toute transmission? La communauté et la méritocratie qui transforment chaque relation en compétition? L'enracinement et la mobilité capitaliste qui déracinent en permanence? Le sacré et la marchandisation de toutes choses, y compris des symboles religieux? Les circuits courts et la mondialisation qui détruit toute économie locale? Le village et la métropole consumériste qui vident les campagnes? C'est une contradiction performative absolue. On ne peut pas servir de maître. Soit on défend une vision communautaire, enracinée, traditionnelle, et alors il faut nécessairement critiquer le capitalisme qui l'a détruit. Soit on défend le capitalisme, et alors il faut avoir l'honnêteté d'assumer qu'on participe activement à la déconstruction de tout ce qu'on prétend défendre. B. Le postmodernisme. Récupérer les outils, critiquer les conclusions. Pour ceux qui ne sont pas encore convaincus de cette impasse, il faut comprendre quelque chose de fondamental. Nous sommes dans une suprastructure. Le capitalisme est tellement imbriqué, tellement lié à l'être humain moderne qu'il est extrêmement compliqué de proposer une alternative viable au capitalisme aujourd'hui. Même si on peut avoir un avis critique, et on doit l'avoir, il est compliqué d'agir concrètement parce que le capitalisme est même ce qui permet à la masse de la population actuelle d'exister. C'est grâce au capitalisme que des milliards d'êtres humains survivent aujourd'hui. Son système de production, son système d'échange, nous sommes tellement dans ce système, dans cette croissance, par rapport aux échanges géopolitiques, à notre mode de vie, à la nature de nos relations sociales dans les villes, qu'aujourd'hui il est important avant tout d'avoir cet esprit critique et éclairé. Beaucoup à droite pensent que le postmodernisme, la déconstruction, le relativisme, la fluidité identitaire, est l'ennemi du capitalisme. C'est faux. Comme le montre Lipovetsky, le postmodernisme est le produit culturel du capitalisme tardif. C'est le capitalisme qui a détruit les grands récits, les identités stables, les valeurs communes. Le postmodernisme ne fait que théoriser ce processus, lui donner une forme philosophique. Quand Foucault déconstruit les normes, quand Derrida déconstruit les identités fixes, quand Bourdieu montre les violences symboliques, ils ne font que mettre en mots ce que le capitalisme fait dans les faits depuis 2 siècles. Détruire tout ce qui est stable, sacré, enraciné, pour le remplacer par la fluidité marchande. Donc la droite identitaire qui combat le postmodernisme, tout en défendant le capitalisme, c'est comme quelqu'un qui voudrait combattre les symptômes tout en défendant la maladie. C'est profondément incohérent. Mais, et c'est là où je veux introduire une nuance cruciale, nous sommes tellement irrités par ce courant postmoderne, par cette déconstruction généralisée, par cette fluidité totale qui dissout toute forme stable, que nous avons tendance à rejeter en bloc toute la pensée qui en est issue. Et c'est une erreur stratégique et intellectuelle. Comme dans toute critique, comme dans toute opposition binaire, quand on ne voit que le négatif d'un groupe dans son entièreté, on se prive d'outils analytiques absolument essentiels. Prenons des auteurs que personnellement je ne porte pas dans mon cœur. Michel Foucault, Pierre Bourdieu. Leur apport est pourtant fondamental pour mettre en lumière les mécanismes réels du capitalisme dans les structures contemporaines. Foucault nous montre que le pouvoir n'est pas seulement vertical, descendant de l'État vers les individus par la violence ou la loi.
Il est capillaire, diffus, inscrit dans les institutions, les discours, les pratiques quotidiennes, les gestes apparemment anodins. Il dévoile comment les normes se construisent historiquement, comment elles naturalisent des rapports de domination, comment elles servent des intérêts de classe sans que personne n'ait besoin de leur donner explicitement. Cette analyse est cruciale pour comprendre comment le capitalisme ne fonctionne pas seulement par domination économique directe, mais par production de subjectivité, de désirs, de normes de conduite, qui font que les individus participent activement à leur propre exploitation, sans même s'en rendre compte. Bourdieu, avec ses notions d'habitus et de violence symbolique, démontre la force écrasante des structures sociales sur les personnes. Il montre comment les inégalités ne se reproduisent pas seulement par transmission directe de capital économique, mais par transmission de capital culturel, de manière d'être, de parler, de se tenir, de goût esthétique qui marquent les corps et les esprits. Il montre comment les classes dominantes imposent leur culture comme naturelle, comme universelle, alors qu'elle n'est que l'expression particulière de leur position sociale. Il montre comment l'école, le langage, l'art servent à légitimer et à reproduire les hiérarchies sociales. Ce travail épistémologique, on ne peut pas se le cacher si on veut être intellectuellement honnête. L'apport de ces analyses structurelles, l'influence des structures sur l'homme, le poids du déterminisme social, est indéniable et doit être intégré dans toute critique sérieuse du capitalisme. Je remarque souvent dans la droite identitaire cette tendance à absolutiser la liberté individuelle, la volonté pure, le mérite comme seul critère, comme s'il suffisait de vouloir pour pouvoir, comme si le système n'existait pas, comme si les structures n'avaient aucun poids. Aujourd'hui, oui, les gens doivent se surpasser. Les jeunes doivent cultiver la volonté, le mental de guerrier, la discipline, le sacrifice. Je crois profondément à ces valeurs. Mais on ne peut pas fermer les yeux sur le fait que le système actuel joue contre ces valeurs, que les structures sociales conditionnent massivement les trajectoires individuelles. Déceler les rouages du système, critiquer le système lui-même, et pas seulement l'idéologie ou la moralité de chacun, c'est à mon avis absolument essentiel. Nous nous fourvoyons quand nous maintenons cette critique binaire, cette opposition automatique à tout ce qui vient de l'autre camp, sans jamais reconnaître ce qu'il peut avoir de juste dans son analyse. Cette dualité nous empêche de voir clairement. On peut critiquer le postmodernisme dans ses conclusions, la déconstruction totale, le relativisme absolu, la dissolution de toute norme, tout en reconnaissant la pertinence redoutable de certains de ses outils d'analyse. On peut rejeter Foucault et Bourdieu dans leur vision politique, dans leurs conclusions normatives, tout en utilisant leurs concepts pour comprendre comment le capitalisme façonne les subjectivités, comment il produit les désirs, comment il structure les dominations. C'est ça, avoir un esprit éclairé. Ne pas tomber dans l'opposition binaire qui nous fait rejeter en bloc tout ce qui vient de l'adversaire politique ou philosophique. Récupérer les outils là où ils sont pertinents. Mais ne jamais oublier les limites, les contradictions, les impasses de ses pensées. C'est le capitalisme détruit la nature, la rupture métabolique. Maintenant qu'on a compris comment le capitalisme détruit les cultures, passons à comment il détruit la nature. Et là, il faut être absolument clair. Un chrétien ne peut pas ignorer l'écologie. C'est une impossibilité morale et théologique. Kohei Saito, dans ses travaux sur Marx et l'Anthropocène, démontre que la logique même du capitalisme engendre ce qu'il appelle une rupture métabolique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Le capitalisme repose sur un principe simple et non négociable, croissance infinie. Investir, produire, vendre, accumuler du profit, réinvestir davantage. Si cette croissance s'arrête, le système s'effondre. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait structurel. Marx l'avait déjà identifié au XIXe siècle. Saito le reprend et l'actualise. Le capitalisme exploite les ressources naturelles beaucoup plus vite que la nature ne peut les régénérer. Et ça contredit frontalement l'éthique chrétienne de l'intendance de la création. Comment est-ce qu'on peut se réclamer sérieusement d'une morale chrétienne tout en fermant les yeux sur la délocalisation des déchets toxiques, sur la destruction systématique des écosystèmes, sur l'exploitation effrénée et irréversible de la planète? C'est une contradiction morale absolue. Saito reprend le concept marxien de Stoffwechsel, le métabolisme, pour décrire les échanges matériels entre la société humaine et la nature. Dans une société précapitaliste, ce métabolisme suivait un cycle relativement fermé. L'humain travaillait la terre, il produisait ce dont il avait besoin, il consommait les déchets organiques retournaient au sol sous forme de fumier, de compost, les nutriments prélevés revenaient, maintenant la fertilité sur le long terme. Le capitalisme brise radicalement ce cycle. Il introduit une double séparation mortifère. Première séparation, spatiale, ville contre campagne.
Les villes concentrent la consommation, donc les déchets. Les campagnes produisent. Mais les excréments humains et organiques, au lieu de retourner fertiliser les sols agricoles, d'où provient la nourriture, sont rejetés dans les eaux usées urbaines, polluant les rivières, les nappes phréatiques, les océans. Parallèlement, l'agriculture doit compenser cet appauvrissement progressif et inéluctable des sols par des intrants chimiques, engrais azotés, pesticides, herbicides, créant une dépendance technologique croissante et générant de nouvelles pollutions en cascade. Marx lui-même observe ce phénomène dès le XIXe siècle, avec une lucidité prophétique. La production capitaliste perturbe le métabolisme entre l'homme et la terre, c'est-à-dire le retour au sol des éléments constitutifs consommés par l'homme. Elle sape simultanément les deux sources originelles de toute richesse, la terre et le travailleur. Deuxième séparation, temporelle, urgence capitaliste contre cycle naturel. Le capital exige une rotation rapide pour générer du profit. Produire, vendre, réinvestir dans un tempo toujours plus accéléré, dans une course infinie vers la croissance quantitative. Mais les cycles naturels, régénération des forêts, reconstitution des nappes phréatiques, cycle reproductif des espèces, formation de l'humus, obéissent à des temporalités longues, incompressibles, qui ne peuvent pas être accélérées sans destruction. Cette asynchronie fondamentale produit un épuisement systémique. On prélève infiniment plus vite que la nature ne peut reconstituer. L'exemple de la pêche industrielle est paradigmatique. Les stocks de poissons mettent plusieurs années à se reconstituer, mais la pression économique de la compétition mondiale pousse à une surpêche permanente qui effondre irrémédiablement les populations. Et voilà le lien direct, incontournable, avec la morale chrétienne. La Bible, dès la Genèse, établit un principe fondamental que tout chrétien devrait prendre au sérieux. Genèse, une montre que Dieu crée et déclare sa création bonne. Ce mot en hébreu, tov, signifie une bonté ontologique, une valeur intrinsèque. La nature n'est pas qu'un réservoir de ressources à exploiter. Elle possède une dignité propre en tant qu'œuvre divine. Le psaume 24h1 va encore plus loin. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Ce verset établit une hiérarchie théologique absolument claire. Dieu est le propriétaire ultime de la création. L'humanité n'en est que la dépositaire temporaire, responsable. Cette doctrine de la propriété divine invalide radicalement toute prétention à une exploitation sans limite. Genèse 2h15 introduit la responsabilité humaine. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Deux verbes hébreux ici. Avad, cultiver, travailler, implique un travail actif, une transformation créatrice de la nature. Et shamar, garder, préserver, protéger. Ce verbe est utilisé ailleurs pour désigner la garde des commandements divins, la protection des faibles. Cette dialectique entre usage et protection définit ce que les théologiens appellent le création stewardship, la gérance de la création. On peut utiliser la nature, mais dans des limites morales strictes qui interdisent sa destruction. Et l'apôtre Paul, dans Romains 8, 19-22, affirme quelque chose de révolutionnaire théologiquement. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. La création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. La création n'est pas un décor passif. C'est un sujet souffrant qui partage notre condition déchue et aspire à la rédemption. L'eschatologie chrétienne ne se limite donc pas au salut des âmes individuelles. Elle englobe une restauration cosmique qui inclut l'ordre naturel. Si la création participe au salut, alors sa dégradation constitue un péché contre l'œuvre divine. Comment un chrétien peut-il accepter, défendre, promouvoir un système économique qui détruit méthodiquement ce que Dieu a déclaré, ce dont il reste le propriétaire ultime, ce qui doit être préservé pour les générations futures, ce qui souffre et attend la rédemption? C'est théologiquement incohérent. C'est moralement indéfendable. C'est spirituellement contradictoire. Et l'argument chrétien va encore plus loin avec le commandement central. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le capitalisme opère une externalisation géographique massive de ses nuisances. Les déchets toxiques, la pollution industrielle, les conditions de travail inhumaines sont systématiquement délocalisés vers les pays du Sud global. Cette délocalisation de la souffrance contredit frontalement l'éthique chrétienne de la compassion. Quand notre consommation effrénée engendre des travaux forcés dans les mines de coltan ou les usines textiles, une pollution qui tue des populations entières, une montée des eaux qui submergera d'abord les nations du Sud. On parle de 200 millions de déplacés climatiques d'ici 2050. Alors notre mode de vie devient objectivement incompatible avec Matthieu 25,
40. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. La séparation spatiale nous permet d'ignorer les conséquences de nos actes, mais elle ne nous en absout pas moralement. Le réchauffement climatique révèle cette hypocrisie structurelle. Nous consommons dans l'abondance pendant que d'autres périssent des conséquences directes de notre surconsommation. Et nous nous disons chrétiens? L'impasse technologique. Pourquoi la croissance verte est un mythe? Seito déconstruit méthodiquement l'illusion selon laquelle le progrès technologique pourrait résoudre la crise écologique sans remettre en cause le capitalisme. Certes, certaines innovations réduisent ponctuellement certains impacts. Mais il y a 3 problèmes structurels insurmontables. Premier problème, l'effet rebond, le paradoxe de Jevons. Les gains d'efficacité sont systématiquement compensés, voire dépassés, par une augmentation de la consommation totale. Les voitures consomment moins par kilomètre, mais on parcourt exponentiellement plus de kilomètres. Les appareils électroniques consomment moins individuellement, mais on en multiplie le nombre. Deuxième problème, le déplacement des problèmes. Les panneaux solaires et les batteries électriques nécessitent des terres rares dont l'extraction ravage des régions entières. Chine, Congo, Bolivie. On substitue une pollution visible, le CO2, à d'autres pollutions moins médiatisées, mais tout aussi destructrices. Contamination des sols, empoisonnement des nappes phréatiques, destruction des écosystèmes locaux. Troisième problème, la loi thermodynamique, l'entropie. Nicholas George Cook-Rogan l'a démontré de manière irréfutable. Toute production, quelle qu'elle soit, augmente l'entropie globale du système. On transforme de la matière hautement organisée, les ressources naturelles, en chaleur dispersée et en déchets inutilisables. Ce processus est physiquement irréversible. Une croissance matérielle infinie dans un système fermé comme la Terre est physiquement impossible. Ce n'est pas une question idéologique, c'est une limite thermodynamique absolue. Le protestantisme américain et le climato-scepticisme, une dérive théologique. Maintenant, il faut aborder quelque chose que beaucoup évitent par politesse ou par peur de froisser. Le lien entre protestantisme évangélique américain et climato-scepticisme. Le christianisme biblique, comme on vient de le voir, n'est pas du tout anti-écologique. Au contraire, il pose les fondements théologiques d'une responsabilité écologique profonde. Mais une lecture protestante spécifique, surtout américaine, a complètement dévoyé cette tradition. Max Weber l'avait déjà identifié dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Certaines branches du protestantisme valorisent le travail comme vocation divine, la réussite matérielle comme signe d'élection par Dieu, la richesse comme bénédiction. Cette éthique s'est progressivement sécularisée pour devenir réussite égale mérite, richesse égale vertu, croissance égale bien moral. Mais il y a pire. Dans certains courants évangéliques américains, particulièrement le dispensationalisme, on trouve une eschatologie apocalyptique qui sacralise littéralement la destruction. Cette théologie affirme que nous vivons les derniers temps avant le retour imminent du Christ. Que l'Apocalypse décrite dans le livre de la Révélation est non seulement inévitable mais souhaitable. Que les signes précurseurs incluent chaos climatique, guerre, famine. Pour ces groupes, l'effondrement écologique n'est pas une catastrophe à éviter. C'est un signe providentiel qui annonce l'enlèvement des croyants, la rapture. Préserver la planète serait donc s'opposer au plan divin. C'est une perversion théologique qui transforme l'écocide en espérance religieuse. Les chiffres sont éloquents. Selon Pew Research, 76% des évangéliques blancs américains considèrent que Dieu donnera à l'humanité ce dont elle a besoin, face au changement climatique, contre seulement 36% des catholiques. Une étude de Yale montre que 69% des républicains évangéliques nient ou minimisent le réchauffement climatique d'origine humaine. Et ces lobbies évangéliques, Cornwall Alliance, Heartland Institute, sont massivement financés par l'industrie fossile, ExxonMobil, les frères Koch. Ils diffusent une rhétorique selon laquelle l'écologie serait une religion séculière ou un complot socialiste. Cette fusion entre théologie protestante déviante, libéralisme économique radical et intérêt pétrolier crée un bloc idéologique puissant, particulièrement influent dans le Parti républicain américain. La contamination de la droite européenne et la droite identitaire française, en cherchant des alliances symboliques et politiques avec les conservateurs américains, importent cette contradiction mortifère. Elle se réclame d'un christianisme traditionnel, souvent catholique, enraciné dans une théologie de la création. Mais elle adopte simultanément une rhétorique économique et culturelle alignée sur le Parti républicain climato-sceptique. Les statistiques françaises révèlent cette incohérence. Selon l'IFOP, 58% des électeurs RN considèrent que l'écologie est un sujet secondaire, contre 12% dans la population générale.
Cette posture contredit radicalement la doctrine catholique contemporaine. L'encyclique Laudato Si du pape François affirme explicitement: le changement climatique est un problème global aux graves répercussions. Il représente l'un des principaux défis actuels pour l'humanité. Une droite qui se dit enracinée, mais rejette l'écologie, commet une contradiction performative. Elle célèbre abstraitement la terre des ancêtres, tout en soutenant concrètement sa destruction par le capitalisme extractiviste. Partie 2. Les contradictions symboliques. À Nietzsche, un contresens philosophique majeur. L'une des incohérences les plus flagrantes de la mouvance identitaire, c'est son appropriation de Nietzsche comme figure tutélaire. Cette récupération révèle une incompréhension fondamentale. Je veux être clair sur un point. Je comprends pourquoi Nietzsche est attractif pour des jeunes en quête de sens. Face au nivellement par le bas, face à cette négation de toute hiérarchie naturelle que prône une certaine gauche égalitariste, Nietzsche offre un souffle, une puissance conceptuelle indéniable. Moi aussi, je suis pour l'équité plutôt que pour l'égalité mécanique. Je valorise le dépassement de soi, le surpassement. Et j'accepte cette vérité naturelle qu'il existe des hiérarchies de compétences, de vertus, d'efforts. Cette vision diverge profondément de la gauche, des Lumières jusqu'au postmodernisme. Et le postmodernisme, bien qu'énormément influencé par Nietzsche, oublie précisément ce côté du dépassement, de la volonté, de l'élévation. Donc oui, Nietzsche peut être un auteur pertinent pour libérer l'esprit, pour renforcer la volonté, pour nourrir une pensée forte chez des jeunes en recherche de symboles puissants et de sens. Mais le problème vient dans l'absence totale de nuances. Beaucoup le sacralisent comme référence absolue, comme icône à brandir sans réserve, et essaient maladroitement de l'articuler avec un renouveau des valeurs traditionnelles et du christianisme. Et ça, c'est profondément paradoxal, voire contradictoire au point de l'absurdité. Nietzsche contre le christianisme. Une critique radicale et assumée. Parce que Nietzsche, justement, c'est celui qui démontre, et le fait brillamment, que la pacification de notre société, cette morale de compassion, cet adoucissement progressif des mœurs, vient précisément de l'avènement du christianisme. Il montre dans la généalogie de la morale, dans l'Antéchrist, comment le christianisme a transformé l'Empire romain, comment cette transformation s'est poursuivie jusqu'aux Lumières qui en sont, à bien des égards, une sécularisation. Et Nietzsche critique précisément cela. Il critique les valeurs chrétiennes. Il critique toutes les valeurs qui attachent aux autres, toutes les valeurs communes, tout ce qui relie les hommes dans la compassion, la charité, l'humilité, le sacrifice de soi. Pour lui, ce sont des valeurs d'esclaves, une morale de ressentiment, une négation de la vie dans ce qu'elle a de plus puissant. L'existence précède l'essence. Nietzsche, précurseur de la fluidité. Nietzsche montre que l'homme, dans son existence brute, précède toute essence donnée a priori. On retrouvera cette idée explicitement chez Sartre, mais elle est déjà pleinement là chez Nietzsche. L'homme n'est pas défini par Dieu, par une nature humaine fixe et éternelle, par une essence transcendante qui le précéderait. L'homme est cet être radicalement libre, non pas libre par la raison comme chez Kant, mais libre par sa capacité à créer, à s'auto-engendrer. L'homme tue Dieu. Et ce meurtre n'est pas un drame, c'est une libération. Le désenchantement du monde, la rationalisation croissante, c'est l'avènement de ce que Nietzsche appelle le nihilisme. Mais attention, Nietzsche ne reste pas dans le nihilisme passif, dans le ressentiment contre la perte de Dieu. Au contraire, il annonce le nihilisme comme une opportunité, une libération de l'élitisme ancien, de ces nobles qui vivaient pour l'action, pour la gloire, sans se préoccuper du sens moral ou métaphysique. Le surhomme. Création et destruction permanente des valeurs. Et c'est là qu'intervient le concept du Übermensch, le surhomme. Celui qui est nourri de volonté de puissance. Celui qui doit créer ses propres valeurs, s'y attacher passionnément, puis les détruire pour en créer de nouvelles dans un mouvement perpétuel. Il y a dans cette pensée une volonté de création infinie, une intuition d'artiste que je respecte profondément. Ce processus, cette acceptation de la vie telle qu'elle est, ce que Nietzsche appelle amor fati, l'amour du destin, sans recours à un au-delà consolateur, sans béquille métaphysique. Mais regardez ce que ça donne dans la vie de Nietzsche lui-même. Cette raison qui veut dépasser tous les mythes, qui refuse tout sacré, qui veut penser par les bases rationnelles pures, elle ne l'amène pas à l'acceptation sereine. Sa vie finit tragiquement. Il sombre dans la folie. Et même là, dans ses derniers moments de lucidité, il fait preuve de compassion. Cette compassion qu'il critiquait tant théoriquement. L'anecdote célèbre du cheval à Turin.
Nietzsche pleurant et prenant dans ses bras un cheval maltraité, s'identifiant à sa souffrance. La contradiction de la droite nietzschéenne. En tant que personne qui veut renouer avec les valeurs traditionnelles, avec la chrétienté même, sacraliser Nietzsche est une erreur de logique fondamentale. Parce que renouer avec la tradition, c'est nécessairement accepter une certaine forme de symbolisme qui dépasse la raison pure. C'est accepter une certaine réalité des mythes, du sacré, de la transcendance. C'est accepter de se dénouer partiellement des rouages de la raison scientifique pure pour admettre une raison qui reconnaît cette vérité transcendantale. Une vérité qui ne peut pas être prouvée scientifiquement dans les termes de la physique moderne, mais qui est nécessaire pour l'élévation de l'homme et pour des sociétés harmonieuses, stables, porteuses de sens. À mon avis, c'est le seul moyen d'élever réellement l'homme. Accepter qu'il y a du sacré irréductible, qu'il y a des dimensions qui échappent au calcul rationnel, qu'il y a des valeurs qui ne se déconstruisent pas sans tout perdre. L'alternative nietzschéenne, c'est d'accepter l'absurde et d'être totalement libre de tout construire soi-même dans le vide. On peut choisir cette voie. Mais alors, soyons clairs, ne mélangeons pas ce qui ne peut fondamentalement pas se mélanger. On ne peut pas simultanément défendre le christianisme et Nietzsche qui en fait une critique radicale. Valoriser la tradition et la transmutation permanente des valeurs, chercher le sacré et célébrer sa mort, vouloir des fondements stables et proclamer que tout est création arbitraire. Si vous voulez vraiment Nietzsche, assumez-le jusqu'au bout. Si vraiment vous voulez vous inspirer de Nietzsche de manière cohérente, alors il faut assumer toutes les conséquences. Accepter la mort de Dieu sans nostalgie. Accepter qu'il n'y a pas de valeur transcendante donnée. Accepter que vous devez créer vos propres valeurs dans le vide absolu. Accepter la solitude métaphysique radicale de cette posture. Mais alors, ne parlez plus jamais de tradition, de christianisme, de valeurs éternelles. Ce serait intellectuellement malhonnête. Si vous voulez la tradition, cherchez ailleurs. Et si vraiment vous voulez défendre la tradition chrétienne, l'enracinement, le sacré, alors cherchez vos références philosophiques ailleurs que chez Nietzsche. Cherchez du côté de Dostoïevski, penseur de la souffrance rédemptrice, de la foi malgré le doute écrasant, de la communauté chrétienne comme seul rempart contre le nihilisme. Cherchez du côté de Chesterton, de Bernanos, de Peggy, des penseurs qui ont défendu la tradition sans renier le sacré, qui ont critiqué la modernité sans tomber dans le nihilisme actif. Mais arrêtez de faire de Nietzsche l'icône d'un mouvement traditionnaliste. C'est une récupération intellectuellement malhonnête, un bricolage conceptuel qui ne tient pas une seconde face à une lecture sérieuse et intégrale de son œuvre. On peut se critiquer mutuellement, on peut débattre, mais avant tout, ne mélangeons pas ce qui ne peut structurellement pas se mélanger. B. Le fantasme du Moyen-Âge et la pacification civilisationnelle. Il y a une autre contradiction qu'il faut aborder franchement. Le fantasme réactionnaire du Moyen-Âge. Bien évidemment, il y a une certaine beauté dans certaines dimensions de cette époque. Le sacrifice pour des causes qui dépassent l'individu. La limitation de l'égoïsme par des structures communautaires fortes. Certaines visions esthétiques et spirituelles profondes. Mais il ne faut pas enlever, il ne faut pas fantasmer au point d'occulter l'instabilité chronique, la pauvreté massive, la violence omniprésente, la barbarie quotidienne qui caractérisait cette période. Malgré les failles structurelles de notre monde actuel, malgré ses fondements éthiques fragiles, malgré les abus du woke ou de l'égalitarisme forcené, nous vivons dans une civilisation qui a atteint un certain niveau de pacification, un certain équilibre au niveau des droits fondamentaux, une certaine liberté qui n'est pas à négliger. Même si cette liberté n'est pas absolue sur tous les plans, même si elle reste imparfaite, la pacification qui caractérise nos sociétés modernes a du mérite. Beaucoup de ceux qui fantasment le Moyen-Âge ne tiendraient pas une seconde face à sa barbarie réelle, à sa famine récurrente, à sa violence arbitraire. On peut soutenir nos racines, valoriser la tradition, s'élever vers un futur meilleur, sans pour autant se faire absorber par des mythes réactionnaires. On peut avoir l'esprit critique sur le passé, ne pas sacraliser aveuglément toutes ses dimensions, ne pas fantasmer sur la totalité des choses. Il faut accepter les défauts historiques tout en conservant, en élevant la beauté qui existait autrefois. C'est ça, une pensée équilibrée. Lucidité face à l'impasse. Voilà où nous en sommes. La droite identitaire contemporaine est prise dans un nœud de contradiction. Elle défend la tradition tout en promouvant le libéralisme qui la détruit méthodiquement. Elle valorise les valeurs chrétiennes tout en célébrant l'individualisme hédoniste et l'accumulation matérielle. Elle se réclame de Nietzsche tout en défendant des positions conservatrices incompatibles avec sa pensée. Elle célèbre la terre des ancêtres
tout en soutenant un système économique qui la détruit irréversiblement. Ce regain pour la tradition, pour les valeurs, n'est pas en danger en soi. Il est légitime. Mais il ne faut pas sacraliser sans esprit critique. Il ne faut pas sacraliser juste par opposition aux choses qui détruisent. Il faut avoir un esprit éclairé, parce que finalement, la croissance économique amène à une certaine destruction de la beauté que nous prétendons protéger. Et il y a une impasse géopolitique fondamentale. Aucun pays aujourd'hui n'oserait faire de la décroissance. Et c'est compréhensible. C'est totalement suicidaire. Un pays en décroissance, c'est un pays en danger géopolitiquement face au reste du monde. C'est pour cela aussi que beaucoup de systèmes n'ont pas réussi. Et je ne dis pas ça pour justifier ces systèmes. Je suis totalement contre le communisme dans son application historique. Mais il faut reconnaître que les alternatives au capitalisme se heurtent à cette réalité géopolitique implacable. Ces nouvelles tendances politiques, à part coller un pansement sur une des problématiques actuelles, par exemple l'immigration, ne vont vraiment rien faire de plus pour revivifier ces traditions et ces cultures. C'est pour ça qu'il est important de complexifier sa pensée, de mettre en place des systèmes de réflexion qui décortiquent les relations importantes. Parce que malgré tout, l'effondrement, beaucoup de choses vont se produire vu tout ce qu'on a expliqué de cette société. Pour survivre mentalement et par des petits coups, il faut déjà avoir un système de vie qui ne dépend pas entièrement du système, ou qui sait profiter du système pour ensuite créer son propre espace de sécurité. Et je parle dans une optique vraiment de tradition, de transmission. Parce que les combats les plus durs seront pour les générations à venir, pas pour nous. Nous préparons le terrain. Nous essayons de transmettre une pensée critique, un esprit éclairé, une capacité à voir les contradictions sans se mentir. Cette conclusion pourrait paraître pessimiste, mais elle est avant tout réaliste. Il ne s'agit pas de désespoir, mais de lucidité. Il ne s'agit pas d'abandon, mais de préparation. Pour nous-mêmes, mais surtout pour ceux qui viennent après. Parce qu'au final, c'est ça aussi, la vraie tradition. Transmettre non pas des illusions confortables, mais une capacité à affronter le réel tel qu'il est. Fin.